Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'idée peut-être d'une stabilisation sur les marchés financiers après une journée de grande divergence hier, divergence entre la tech et les autres secteurs boursiers. Le Nasdaq a perdu 2,5% à New York, le Nasdaq qui baisse de plus de 10% par rapport à son pic de début février, le Nasdaq qui est en retrait même par rapport à son niveau du 1er janvier, alors que l'Eurostoxx, le grand indice des 50 grandes valeurs de la zone euro, lui a progressé hier de 2,5%. On va dire que les écarts ont tendance à se stabiliser aujourd'hui. On voit d'ailleurs des taux longs qui se détendent aux États-Unis. On revient autour de 1,55 sur le 10 ans américain. Le dollar aussi, qui a beaucoup progressé, qui s'est beaucoup raffermi ces derniers temps, se détend un petit peu aujourd'hui. Et puis sur le front de la macro, notez bien sûr la révision attendue à la hausse des perspectives économiques de l'OCDE. Le dernier set de prévisions avait été délivré en décembre. Les choses ont un peu évolué depuis, avec notamment la mise en place d'un plan de soutien massif aux États-Unis. Et donc l'OCDE révise en hausse ses prévisions de croissance mondiale pour cette année, 5,6% contre 4,2% estimé en décembre dernier. Et puis l'an prochain sera une année de croissance mondiale de l'ordre de 4%, estime aujourd'hui l'OCDE, contre 3,7% selon les précédentes prévisions. À propos de taux, ça reste le sujet majeur, vous le savez, pour les investisseurs aujourd'hui. On repart dans une séquence de réunions de banque centrale, la BCE ce jeudi, la Fed la semaine prochaine, et puis le marché qui va être très attentif également aux importantes émissions obligataires du Trésor américain prévues cette semaine et les semaines suivantes, puisque le mois de mars sera généralement très chargé. Le Trésor américain va émettre plus de 400 milliards de dollars de dette nette à long terme, dont 120 milliards attendus cette semaine. On aura notamment une émission à 3 ans aujourd'hui pour 58 milliards de dollars de dette américaine. Et donc chaque enchère, chaque émission sera scrutée de très près par les investisseurs. On parlera de ces sujets dans un instant avec le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Et puis on parlera également, sortons des marchés cotés pour s'intéresser aux non-cotés, on parlera du private equity. 2021 s'annonce comme une année intense en matière de déploiement d'investissement en capital. On en parlera avec le président pour la France du fonds d'investissement Waterland. Et des marchés européens qui poursuivent sur leur dynamique. L'Europe s'en sort mieux que les autres en ce moment. Le résumé complet à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 reste au-dessus des 5900 points à la mi-journée et signe même une très légère hausse après une matinée hésitante. Les investisseurs focalisent leur attention sur la légère accalmie sur le front des rendements obligataires aux États-Unis. Accalmie qui s'explique entre autres par l'émission de 120 milliards de dollars d'obligations souveraines à 3, 10 et 30 ans par le Trésor américain. À la mi-journée, le taux à 10 ans aux États-Unis est aux alentours de 1,54%, tandis que celui à 30 ans est lui aux alentours des 2,25%. Du côté des indices américains, on note que la rotation sectorielle est toujours en cours avec un Nasdaq qui a perdu un peu plus de 2% hier soir, reculant de près de 11% par rapport à son plus haut en février. Les valeurs cycliques en profitent en revanche avec un Dow Jones qui progressait de près de 1% à la clôture hier soir. Et États-Unis toujours, la Chambre des représentants va se pencher à partir d'aujourd'hui sur les amendements proposés par le Sénat au projet de plan de relance de 1900 milliards de dollars. Janet Yellen a d'ailleurs déclaré de son côté que le plan permettrait d'alimenter une très forte reprise économique tout en rappelant qu'il existait des outils pour canaliser l'inflation en cas de besoin. L'objectif du 14 mars est toujours d'ailleurs d'actualité chez les démocrates. Ces derniers espèrent faire ratifier le plan de relance par Joe Biden avant la fin des aides aux Américains issus des plans de relance précédents. En Chine, les investisseurs s'interrogent sur des fonds contrôlés par le gouvernement qui auraient été injectés sur les marchés financiers. Une intervention relayée par la presse mais non confirmée pour le moment, qui pourrait être le signe d'une volonté des autorités chinoises d'enrayer la chute des actions descendues trop bas au goût de Pékin. Du côté des statistiques qu'il faut suivre aujourd'hui à présent, la statistique attendue aujourd'hui, l'OCDE anticipe un rebond de 5,6% de l'économie en 2021 ainsi qu'une croissance de 4% en 2022.
2022. Des perspectives économiques améliorées par rapport aux dernières prévisions de l'institution, grâce notamment au déploiement de la vaccination dans de nombreux pays. En zone euro, à présent, le PIB s'est contracté de son côté de 0,7% au quatrième trimestre 2020, soit très légèrement plus que ce qu'en attendaient les analystes. Au total, sur l'ensemble de l'année 2020, l'activité économique en zone euro recule de 6,6%. On notera également en Allemagne que les exportations surprennent et progressent plus que prévu. Celles-ci ressortent en hausse de 1,4% au mois de janvier. L'Allemagne qui a d'ailleurs généré un excédent brut commercial de 22,2 milliards d'euros au mois de janvier, toujours soit près de 14 milliards d'euros de plus qu'au mois précédent. Et notons enfin la confiance de Bruno Le Maire dans l'économie française qui devrait surprendre la zone euro et le reste de l'Europe, selon ses dires sur France 2. Le ministre de l'économie estime que l'économie française retrouvera des couleurs très rapidement dès que les mesures de restriction sanitaire seront levées. Et France, justement, l'emploi salarié a d'ailleurs reculé de 0,1% au quatrième trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, Suez se déclare ouvert à discuter avec Veolia mais pose 4 conditions pour cela. Tout d'abord, le groupe souhaite que Veolia relève le prix de son offre qui, on le rappelle, est aujourd'hui à 18 € par action Suez. Suez souhaite également que les engagements sociaux pris par son concurrent Veolia durent au minimum 4 ans et concernent les salariés en France comme les salariés à l'étranger. Le président du conseil d'administration de Suez demande enfin de pouvoir exposer sa réaction au projet devant les administrateurs de Veolia. Veolia qui a annoncé hier faire parvenir bientôt une nouvelle offre à Suez pour faire avancer les discussions, n'a pas encore réagi de manière officielle, mais selon le journal Investir, le relèvement de l'offre ne serait pas au programme chez Veolia, citant une source proche du dossier. Et du côté des autres valeurs à suivre à la Bourse de Paris, on notera également que Carmat annonce boucler une levée de fonds de 55,7 millions d'euros via une augmentation de capital qui lui permettra de lancer la commercialisation en Europe du cœur artificiel développé par l'entreprise. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les enjeux de marché concentrés autour des prochaines réunions de Banque centrale, la BCE ce jeudi et la Fed la semaine prochaine. On en parle dans cette émission à la mi-journée sur Bismart avec Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous dans le contexte actuel, économique et de marché. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut attendre des communications des grandes banques centrales? Vous estimez d'ailleurs, Bastien, que la situation de la BCE à ce stade semble plus confortable que celle de la Réserve fédérale américaine? Oui, j'ai envie de dire malheureusement. Malheureusement, on a une communication de la BCE qui va être beaucoup plus facile sur les prochaines semaines et sur les prochains jours que pour la Fed. Alors du côté de l'Europe, c'est vrai qu'on a eu des taux qui ont monté un petit peu. Si on prend le taux allemand, il a monté à peu près 20 BP par rapport à au dernier Conseil des gouverneurs. On a des spreads souverains qui sont élargis pour quelques-uns des pays depuis le dernier Conseil. Après, quand on regarde la situation économique, on a un crédit bancaire qui reste assez moribond sur les derniers mois. Et en plus de ça, on a le vice-président de la BCE, donc Luis de Guindos, qui avait dit il y a quelques jours qu'il s'attendait à ce que la croissance soit moins forte que prévu sur le premier semestre. Et donc, on devrait avoir pour la BCE une communication assez facile finalement, où on devrait avoir Christine Lagarde qui dit que on devrait avoir une accélération du rythme d'achat de titres dans le cadre du PEPP. Donc le PEPP, je rappelle que c'est un programme d'achat de titres de 850 milliards d'euros jusqu'à mars 2022. Et en fait, dans cette enveloppe, il n'y a que 870 milliards qui ont été réalisés, ce qui fait qu'il reste quasiment 1000 milliards pour l'année qui arrive. Donc il y a largement de quoi, pour la BCE, accélérer ses achats, quoi. Bon, d'ailleurs, une flexibilité autour du PEP, du programme d'achat d'urgence pandémique, qui n'a pas franchement été utilisée jusqu'à présent, Bastien. Très clairement, là, quand on regarde sur les dernières semaines, on a des statistiques hebdomadaires d'achat de titres, et on voit bien que pour l'instant, il n'y a pas eu d'accélération des achats. En fait, ce qu'on avait pu comprendre de la communication de ces dernières semaines, c'est qu'on attendrait le Conseil des gouverneurs pour prendre une décision commune sur une éventuelle accélération des achats.
Bon, ce sera à suivre ce jeudi. Et puis, la partie la plus difficile s'annonce donc pour la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la communication de la Fed à ce stade, Bastien? Quelles sont les options et les facteurs là, qui vont jouer dans la décision de la Fed et dans sa communication la semaine prochaine? Alors déjà, je dirais que pour la Fed, la communication elle devient beaucoup plus compliquée que pour la BCE. Je dirais même que c'est en train de tourner au cauchemar. Il y a en gros 3 incertitudes économiques majeures pour la Fed. Il y a est-ce qu'il y a une reprise de l'épidémie ou pas? Donc il faut considérer un scénario baissier. Effectivement, c'est la même chose que pour la BCE. Ce qui est différent de la BCE, c'est que la deuxième incertitude économique majeure pour la Fed, c'est est-ce qu'il y aura une surchauffe ou pas? Parce que là, il y a le plan Biden qui va être approuvé vraisemblablement aujourd'hui par la Chambre des représentants et signé par Biden dans la foulée. C'est un plan qui est quand même très important et qui devrait mener à une surchauffe, mais on ne sait pas de quelle ampleur sera cette surchauffe. Donc ça, c'est la deuxième incertitude. Puis la troisième incertitude, c'est s'il y a cette surchauffe, est-ce que ça génère de l'inflation ou pas? Et donc, c'est en train de rendre la communication assez impossible parce que chacune de ces incertitudes a des conséquences très très différentes en termes de politique monétaire, et on sent bien qu'il y a quand même une certaine cacophonie entre les différents membres de la Fed qui mettent pas forcément l'accent sur les mêmes choses. Et alors ça, c'est pour le volet économique, mais ensuite il y a tout ce qui est relatif au marché du trésor. Est-ce que la Fed va et doit réagir à la forte hausse des taux longs, hein? Là, les taux longs ont pas mal monté sur les dernières semaines. En soi, je pense que c'est pas forcément un problème pour la Fed si les taux longs remontent. En revanche, ce qui s'est passé sur les dernières semaines et sur les derniers jours, c'est que la liquidité de marché, elle s'est un peu détériorée sur le marché-là. Et on a une Fed qui peut intervenir rien que pour ce sujet, hein, parce que s'il faut retenir des enseignements de 2020 en termes de politique monétaire, la Fed avait acheté pour plus de 2000 milliards de titres du Trésor en 2020, mais la première des raisons, c'était vraiment pour assurer un bon fonctionnement du marché des titres du Trésor. Et la Fed pourrait réagir à ce sujet-là. Et donc cette semaine, on a un vrai test en ce qui concerne ce marché des titres du Trésor, parce qu'on a beaucoup d'émissions qui vont avoir lieu, donc il faudra voir comment ça se passe. Et je mentionnerai juste un seul chiffre, c'est que sur le mois de mars, en ce qui concerne les obligations de maturité longue, le Trésor doit émettre 414 milliards, donc ça peut paraître un peu abstrait, mais il suffit de considérer que 414 milliards sur un seul mois, c'est à peu près la totalité de l'encours obligataire d'un État comme les Pays-Bas, et c'est à peu près un tiers de la dette espagnole. Donc ça montre que, je dis ça juste pour montrer que les émissions qui arrivent sont vraiment de taille extrêmement importante et qu'il y a vraiment un test pour le marché obligataire. Bon. On va suivre évidemment toutes ces émissions qui auront lieu cette semaine et les suivantes. Un mot pour finir du marché, des marchés boursiers, Bastien, le Nasdaq, voilà, l'emblème de la croissance boursière de ces 10 dernières années au moins. Le Nasdaq a corrigé de 10% entre son point haut de début février et hier, avec un Nasdaq qui a encore reculé de 2,5% à New York. Qu'est-ce que cette situation de marché vous inspire aujourd'hui, Bastien? Est-ce que ça appelle d'ailleurs une réaction à ce stade de la part des investisseurs après 10% de baisse sur le Nasdaq? On a clairement une dynamique qui est inversée par rapport à 2020. On a des mouvements de rotation sectorielle qui sont très forts. Après, une très très forte performance de la croissance par rapport à la value en 2020. Là, c'est à peu près l'inverse qui est en train de se produire sur 2021, en tout cas sur les dernières semaines, avec des très très bonnes performances des secteurs énergétiques, des secteurs bancaires, financiers aux États-Unis. Et puis c'est beaucoup moins bon pour la tech, comme vous l'avez dit, et pour la consommation discrétionnaire. Et donc ça, c'est quand même pas mal. C'est en bonne partie lié à cette remontée des taux longs. Maintenant, il va falloir voir ce que donnent ces émissions de titres du Trésor cette semaine. Est-ce que ça mène à des mouvements un peu abrupts des taux longs? Et puis, si jamais ça arrivait, on pourrait s'attendre à ce que la Fed essaie de stabiliser un peu ce marché des titres du Trésor. Puis après, le dernier élément qu'on pourrait mentionner aussi, c'est que maintenant on commence à avoir un marché qui est quand même très très positionné à la vente sur les titres du Trésor, et que
donc on pourrait assister à une stabilisation des taux longs qui serait bénéfique notamment pour la tech. Bon, attention, toujours des excès dans ce marché, des excès de positionnement peut-être qui ont été atteints à ce stade et qui appellent à court terme au moins à l'idée d'une stabilisation. On suivra ça. C'est ce qui semble se dessiner pour la journée d'aujourd'hui. On attend quand même un rebond assez marqué du Nasdaq après la baisse de 2,5% d'hier soir. Merci beaucoup Bastien. Bastien Druck est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. On parle de bourse dans Smart Bourse, mais on s'intéresse également au non-coté, au private equity, avec Louis Hetz, qui est à mes côtés en plateau, le président du fonds Waterland pour la France. Bonjour et bienvenue Louis. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, un mot de Waterland, qui est un gros fonds d'investissement européen. Je crois qu'il y a plus de 8 milliards d'euros de souscriptions à ce jour gérés par Waterland, Louis. Tout à fait. Waterland est un fonds qui gère un peu plus de 8 milliards et demi d'euros. Nous venons de lever notre 8e véhicule, qui fait 2 milliards et demi, qui est aujourd'hui dont nous démarrons l'investissement avec donc depuis 20 ans une stratégie qui ne varie pas et qui se concentre sur 4 verticales d'investissement qui sont les loisirs et le luxe, le développement durable, le vieillissement de la population et l'outsourcing et la digitalisation. Bon, on va parler de votre approche en tant qu'investisseur en capital. Un mot de votre parcours qui est riche, Louis, parce que vous étiez jusqu'à encore un an à peine un industriel. Vous étiez directeur général de la société Altrad, la construction, le bâtiment, c'est ça Exactement, Louis, construction, bâtiment, service à l'industrie. Donc Altrad, c'est une multinationale qui sert les grands groupes comme Total, comme EDF, comme Exxon, BASF, un peu partout dans le monde sur des prestations de maintenance et de travaux. Et j'en ai été pendant 7 ans le directeur général. Avec maintenant donc une casquette de financier. Je lisais ce matin les dernières données qui nous étaient apportées par l'Institut Rexecode sur l'état de santé des entreprises françaises, des corporates français. Là, on ne parle pas des boîtes cotées, on parle de l'ensemble du tissu économique français. Bon, évidemment, 2020 a été une année compliquée, les résultats sont en baisse, même en perte pour l'ensemble des entreprises françaises quand on regarde ces entreprises de manière agrégée. Il y a également une chose qui est marquante, c'est la capacité d'autofinancement de ces entreprises est désormais au plus bas depuis 2008. Et je me dis que là, il y a évidemment un rôle clé à jouer pour le private equity dans les prochains mois, au cours de cette année 2021. Comment vous regardez les enjeux justement en matière de financement en capital pour le tissu économique français? Vous êtes président justement dédié à la France pour le fonds Waterland, Louis. Alors, comme vous l'avez très bien dit, Grégoire, la situation est paradoxale. C'est-à-dire qu'on a à la fois une année qui a tiré un peu sur les réserves pour les entreprises, puisque on a vu, votre collègue le disait, une récession cette année assez forte, avec des problèmes de trésorerie qui en sont la conséquence, avec notamment ces problèmes qui ont pu être traités dans un premier temps par des solutions court terme, celles que l'État a pu apporter, comme notamment les PGE. Mais maintenant, il faut se projeter dans le futur. Il y a la croissance qui repart. Là aussi, les chiffres que vous avez donnés, 4 ou 5% cette année et sans doute un peu plus l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'il faut que les entreprises se positionnent pour faire face à la demande qui repart et pour se structurer, pour repartir sur un nouveau cycle. Et là, le private equity a effectivement un rôle à jouer, à la fois pour apporter des capitaux pour la croissance et puis également pour aider à repositionner les entreprises. Parce que nous ne sommes pas des simples pourvoyeurs de capitaux, nous sommes également des partenaires stratégiques des entreprises. Et par rapport à ça, ces secteurs qui ont souffert, qui ont connu des mutations, qui vont en connaître, elles ont plus que jamais besoin d'un actionnaire actifs à leur côté pour les aider à entreprendre les mutations, les croissances, les stratégies d'internationalisation qui vont s'imposer. Comment dire, le sens que vous mettez derrière l'investissement capital, le private equity, c'est d'être un partenaire stratégique plus que seulement un apporteur de capital, comme vous dites, Louis. Ça, c'est une image qui a évolué dans le temps. Quand vous allez rencontrer des managements aujourd'hui, est-ce qu'ils sont bien conscients justement de l'expertise qui est capable d'apporter le private equity en plus de l'aspect financier de l'opération et de l'aspect financement de l'opération? J'ai toujours en tête l'idée que peut-être il y a une mécompréhension, j'allais dire, entre cette source de financement qu'est le private equity et la logique d'un chef d'entreprise, d'une PME, d'une ETI familiale, comme on en trouve encore beaucoup, évidemment, sur le territoire français. Est-ce que cette mécompréhension est résolue aujourd'hui, Louis? C'est jamais complètement résolu, mais je pense que de plus en plus, le rôle positif du private equity
equity est perçu à la fois comme source de financement long, parce qu'une des caractéristiques, c'est que c'est un financement long et un financement stable, et également comme actionnaire actif. Tous les fonds ne sont pas actionnaires actifs, mais beaucoup le sont, et donc qui prend un rôle dans la définition de la stratégie et qui accompagne la mise en œuvre de la stratégie. Bien sûr, on n'est pas à la place des dirigeants, ce sont les dirigeants qui mettent en œuvre la stratégie, mais on est là en accompagnement. Et je pense que de plus en plus, c'est bien compris, et on a aussi pu prouver pendant cette période qui vient de s'achever, ou en tout cas qui est en cours, qu'on était les partenaires des bons jours et aussi des mauvais jours, et qu'on était là aussi pour faire face aux difficultés, pour aider les entreprises, notamment à obtenir les aides d'État, pour remettre du capital quand il en fallait, et pour finalement leur faire partager notre expérience pour qu'elle devienne encore plus agile, ce qui était un petit peu la clé pour passer au mieux cette crise. Donc, au fur et à mesure que le private equity s'installe dans le paysage économique français, on peut dire que ça fait une trentaine d'années. La France, d'ailleurs, est le pays d'Europe qui connaît le plus gros marché, à peu près à égalité avec le Royaume-Uni pour le private equity. Donc, on est leader dans ce domaine. Et depuis 30 ans que le private equity s'est installé dans le paysage français, les entreprises ont vu que finalement, c'était un partenaire, et les dirigeants ont vu que c'était un partenaire fiable, un partenaire de long terme, un partenaire qui aidait à créer de la valeur et à s'internationaliser, puis un partenaire qui ne disparaissait pas en cas de coup dur. Et ça aussi, c'est important. Quelle est l'approche que vous privilégiez ? Quelle est la proposition de valeur que vous pouvez faire chez Waterland, justement, aux entreprises dans lesquelles vous investissez, Louis ? Alors, nous sommes un fonds qui sont axés sur la croissance. Donc, ce que nous proposons aux investisseurs, que ce soit des familles, des dirigeants fondateurs ou des dirigeants qui sortent de groupes et qui font un projet à nos côtés, c'est souvent un projet axé sur la croissance et notamment la croissance externe. Et ce que nous leur disons, c'est Waterland vous apporte des capitaux non seulement pour investir dans votre propre outil, mais également pour pouvoir racheter des concurrents et consolider votre secteur. Et donc, passer à l'échelon supérieur. Quel que soit votre niveau de départ, quels sont les échelons ? Vous êtes local ou régional, vous allez devenir national. Vous êtes national, vous deviendrez pan-européen. Et pour ça, vous pouvez vous appuyer sur le réseau Waterland. Nous avons 10 bureaux dans 9 pays d'Europe. Et si vous êtes déjà européen, ce qui est le cas notamment pour un certain nombre de sociétés technologiques que nous avons rachetées, eh bien nous les aidons à devenir mondiaux via des acquisitions aux États-Unis ou en Asie. Donc vraiment, c'est passer la vitesse supérieure. La période d'investissement de Waterland pour une société, ça doit être l'occasion de se transformer. Concrètement, qu'est-ce que vous leur apportez en plus des capitaux ? C'est-à-dire, vous dites, la stratégie, ça reste quand même l'apanage du chef d'entreprise, de la famille, en tout cas de l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Est-ce que vous leur apportez un support quand même sur la définition d'une stratégie ? Est-ce que c'est une expertise financière avant tout ? On essaye d'avoir les deux, si vous voulez, ou même les trois, puisqu'il y a la partie stratégique, la partie financière et la partie opérationnelle. Et ça se traduit par les profils que nous recrutons chez Waterland. Moi, par exemple, j'ai été pendant 7 ans directeur général d'un groupe mondial qui avait 40 000 collaborateurs dans une cinquantaine de pays. Mes collègues ont souvent des expériences similaires, notamment les patrons de bureau. Ou alors, on a aussi pas mal de gens qui viennent de grands cabinets de conseil en stratégie, McKinsey, BCG, Bain, et qui ont donc une approche marché, une approche stratégique qui peut être très utile aussi pour aider les entreprises avec lesquelles nous sommes partenaires. Et bien sûr, nous avons tous et toutes un fonds de culture financière très fort qui nous permet d'être là pour tous les travaux sur le bas de bilan, les travaux sur le haut de bilan, les acquisitions et faire gagner finalement un temps considérable aux sociétés. C'est très très appréciable pour elles et pour eux d'avoir un partenaire de confiance qui est là sur l'ensemble des aspects, qui peut aider à chaque fois qu'on en a besoin et qui va les aider à accélérer surtout. Vous disiez, vous venez de lever votre 8e véhicule, 2,5 milliards, c'est ça ? C'est ça. À déployer, à quel rythme ? Quelle va être l'intensité justement de l'investissement en capital au cours de cette année 2021, Louis ? Alors, je pense que on va, pour vous dire, revenir un petit peu en arrière. Donc, nous avons fini d'investir le fonds 7 en 2020 avec, en 2020, une centaine d'acquisitions, dont 9 plateformes. Et c'était la plus grosse année de Waterland en termes d'acquisition. 2021, ça va être au moins au même rythme. Et pour notre fonds de 2,5 milliards, nous pensons qu'il sera investi en 2 ou 3 ans maximum, ce qui a été le cas de ses prédécesseurs.
D'accord, c'est un rythme de croisière pour vous, mais ça reste un rythme intense. Un rythme On peut dire intense, comme ça un rythme très intense et surtout avec un accent particulier mis sur la consolidation des secteurs et sur ce qu'on appelle le buy and build. C'est-à-dire nous, systématiquement, nous investissons beaucoup plus pour faire grossir les sociétés dans lesquelles qui sont nos primo-investissements, si j'ose dire, que pour diversifier. Et donc cette approche finalement de travail de fond, de consolidation, nous allons la poursuivre et l'accentuer. Et je pense que le contexte de 2021 va être particulièrement porteur avec la reprise économique qui s'annonce et avec, je dirais, le dynamisme particulier d'un certain nombre de secteurs qui correspondent finalement pas trop mal au vertical de Waterland. Ouais, justement, là, dans ces secteurs, est-ce qu'il y a des secteurs que vous identifiez pour lesquels le private equity est un levier incontournable justement de la consolidation, des secteurs pour lesquels s'il n'y a pas de private equity, il n'y a pas de consolidation? Alors, je pense que plus les secteurs sont atomisés, en quelque sorte, plus il y a besoin du private equity, parce qu'on ne va pas pouvoir utiliser des grosses opérations en bourse pour faire la consolidation des secteurs. Donc, je vais en prendre... Alors, il y en a certains pour lesquels la consolidation, que je vais vous citer, pour lesquels la consolidation s'est déjà faite via le private equity. Je pense notamment aux EHPAD et aux cliniques. Ouais. Elle continue, mais elle a déjà pas mal commencé. Il y en a d'autres où le private equity est aussi à la manœuvre. C'est tout ce qui est numérique. Je pense notamment aux agences de communication numérique, à tout ce qui est les providers autour de la data. Pour toutes ces économies un peu bourgeonnantes et foisonnantes, il y a beaucoup d'acteurs et pour aider finalement à mettre ça en forme, à les regrouper et à faire des champions nationaux ou européens, bien le private equity est, je pense, indispensable. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer une démocratisation du private equity quand on regarde justement les gens qui sont prêts à investir aujourd'hui dans des fonds de private equity, d'investissement en capital? On voit des initiatives ici et là qui visent à toucher un client peut-être un peu différent. Alors, les institutionnels utilisent le private equity comme classe d'actifs, des clients peut-être fortunés, sophistiqués. Est-ce qu'il y a l'idée d'une démocratisation du private equity? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de s'écrire selon vous, Louis? Alors, je pense que c'est en train de s'écrire pour la raison que sur une longue période, le private equity a prouvé qu'il faisait partie des classes d'actifs les plus performantes. Ouais. Donc, longue période, c'est 8-10 ans, hein, c'est ça? C'est même plus, je pense que si on prend depuis le début des années 90, qui est la naissance un peu du private equity. Je parlais de l'horizon de temps d'un investisseur en private equity. Non, je voulais dire, depuis 30 ans, le private equity a prouvé sa performance en tant que classe d'actifs. Ouais. Après, effectivement, c'est un investissement qui est un investissement long, vous dites 8-10 ans, donc, et qui présente quand même un certain risque, puisqu'on parle d'un investissement de haut de bilan. Donc, il faut bien que les gérants qui proposent ces produits à des particuliers en tiennent compte à la fois dans la location d'actifs et puis dans les mises en garde qu'elles peuvent avoir. Mais je pense que le private equity a tout à fait sa place dans l'épargne finalement comme produit d'épargne aux côtés d'autres produits d'épargne, à sa place, et pas en prenant toute la place bien sûr, mais à sa place aux côtés des autres produits d'épargne. Un mot pour conclure. Alors si on s'inquiète si on s'interroge sur le niveau élevé des valorisations boursières, que peut-on dire des multiples qu'on trouve dans le non-coté aujourd'hui, Louis? Oui, je pense qu'on peut dire la même chose. Ils sont élevés, ils sont élevés parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des taux d'intérêt qui sont bas, votre collègue le rappelait, ça joue bien sûr énormément sur la valorisation de tous les actifs. Et ils sont élevés également, particulièrement dans certains secteurs où il y a des anticipations très favorables, et ces anticipations qui ont encore été plus accentuées par les effets de la crise Covid. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a en portefeuille une société qui fait des bornes de chargement pour véhicules électriques. Ouais. Bon, on peut imaginer qu'aujourd'hui, le taux de pénétration du véhicule électrique, je pense qu'il doit être peut-être de 1%. Ouais. En 2035, on s'en reparlera, mais il sera sans doute de 60%. Donc, c'est-à-dire que le marché va multiplier par 50 ou 60. Ouais. Donc, évidemment, ça crée des valorisations très, très élevées pour ce type d'actifs. Et d'ailleurs, on a des véhicules comme les SPAC qui peuvent également s'y intéresser. Donc, vous voyez, les capitaux vont vers ce type d'actifs. Et on va trouver la même chose, bien sûr, pour les biotech. On va trouver la même chose pour le numérique en général, qui a prouvé
qui a accéléré finalement sa prise de pouvoir à l'occasion de la crise. Donc voilà, c'est une dévalorisation haute dans l'ensemble qui soit à peu près les mêmes qu'au niveau des marchés publics, et puis une focalisation très très forte des investisseurs sur les secteurs à très forte croissance. Eh bien oui, l'hypercroissance, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Merci beaucoup Louis Huetz qui était avec moi en plateau pour évoquer donc ce sujet du private equity. 2021 s'annonce une année intense pour l'investissement en capital. Louis Huetz, le président du fonds Waterland pour la France.